Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast organisé par UpCop en partenariat avec l'association Bleu Blanc Cœur. Je rappelle qu'UpCop est l'émetteur historique du chèque déjeuner qui est devenu Up Déjeuner. C'est aussi une société coopérative et participative et une entreprise à mission depuis janvier 2023. Elle agit depuis 1964 en faveur de l'amélioration du pouvoir d'achat et de la qualité de vie de millions de salariés et de citoyens. Alors ce podcast est le troisième et le dernier de notre série sur les impacts de notre alimentation sur l'environnement. Et aujourd'hui, nous vous proposons d'adopter le point de vue des producteurs. Pour améliorer la performance environnementale des produits alimentaires, il faut bien évidemment remonter à la source, c'est-à-dire au champ, et les producteurs peuvent agir et faire des choix pour améliorer leurs pratiques et réduire leur impact. Alors pour en parler, rien de mieux que de faire intervenir les principaux concernés. Nous recevons donc aujourd'hui Iseut Deljon, qui est maraîchère dans le 77. Bonjour Iseut. Bonjour. Et à mes côtés également, Olivier Maillard. Bonjour Olivier. Bonjour Céline. Vous dirigez depuis 12 ans maintenant la ferme du Manège, située en Normandie, et vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants, mais honneur aux dames. Iseut, vous produisez des légumes et vous vendez toutes vos productions directement en AMAP, donc le lundi à Romainville et Bagnolet, le jeudi dans le 18e arrondissement de Paris, pour être plus précis. Alors, avant d'aller plus loin, rafraîchissez-nous la mémoire, c'est quoi une AMAP ? Alors une AMAP, c'est un groupe de consommateurs qui se mettent directement en lien avec un producteur ou une productrice et qui passent un contrat ensemble de manière à arriver à une double solidarité. Solidarité avec le paysan puisqu'il s'engage à acheter toute la production de ce producteur à l'année. Donc ça fait une sécurité financière pour le producteur et solidarité avec les AMAPiens puisque le producteur s'engage à leur livrer sa récolte, donc même les surplus de production. J'imagine que ce sont aussi des produits de saison dans les AMAP qui sont vendus ? Exactement, en fait c'est direct du champ, donc le lundi et le jeudi on récolte et on amène le fruit de notre récolte le soir. Et alors, comment vous fixez le prix de ce panier ? Alors, en AMAP, en fait, le prix, il n'est pas fixé sur le marché, sur la Mercuriale, comme à Rungis. Il est fixé en fonction de nos charges et de nos rémunérations à mon associé et moi. Et du coup, on fait le total de tout l'argent qu'on a besoin pour faire fonctionner la ferme et on le divise par le nombre de paniers. Donc c'est vraiment de la transparence totale. Oui, à chaque AG, on présente nos comptes et en fait, du coup, quand il y a des augmentations de prix, les AMAPiens, ils savent pourquoi. Ils savent exactement ce qu'ils payent, pourquoi ils le payent et à quoi ça correspond, quoi. Oui, on leur fait poste par poste dans le prix du panier à quoi correspond chaque euro, quoi. Alors ça fait que 8 ans, je crois que vous êtes orienté vers le maraîchage. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? J'étais sage-femme à l'hôpital public. Et j'ai décidé en fait de changer parce que j'aimais plus vraiment ce que devenait l'hôpital public et parallèlement à ça, tout ce qui était réchauffement climatique, dû quand même à la production alimentaire, ça m'a ouvert une porte. Enfin, je me suis dit qu'en produisant de manière, on va dire, plus respectueuse de l'environnement, c'était un moyen d'essayer de changer les choses, quoi. Et c'était un métier qui aurait au moins autant de sens que mon ancien métier. Voilà, c'était un métier quand même d'engagement, de service au service des autres, mais sans les difficultés que vous avez pu rencontrer dans l'hôpital public. Enfin, ça fait vraiment suite à mon ancien métier. J'étais un peu au service de la société par le fait de s'occuper des femmes à l'accouchement. Et là, c'est un peu nourrir les gens de manière à respecter l'environnement et essayer de prendre soin aussi des 5 hectares qui nous sont confiés. Et pour moi, ça fait vraiment sens et c'est la suite de mon ancien métier, quoi. Un engagement donc aussi politique, quelque part. Alors, comment s'est passé le processus de reconversion ? Quand on n'est pas du tout issu du milieu agricole, c'est pas forcément facile d'intégrer le monde de l'agriculture. Et c'est grâce en fait à des pôles d'accompagnement qui existent dans chaque région, donc à Biosol. Il y a des formations déjà un peu à l'émergence de projets, comprendre ce que c'est qu'être agriculteur, parce qu'en fait on peut avoir une image rêvée qui est complètement déconnectée en fait du quotidien. Et après, j'ai fait donc 1 an de formation. Et après, grâce au champ des possibles, j'ai fait 3 ans en fait de couveuse d'activité. Et au bout de 4 ans, j'ai tenté de l'aventure. Quand vous dites que vous avez tenté l'aventure, comment vous vous êtes lancé concrètement ? En fait, avec le pôle à Biosol, on baigne vraiment dans le réseau. Et mon tuteur est devenu mon associé. Et du coup, la personne qui s'occupait de la ferme d'à côté a pris sa retraite. Et on a repris cette ferme. Et à 2, maintenant, on a nos 5 hectares de maraîchage et c'est comme ça que j'ai infiltré le milieu, quoi. Vous avez infiltré le milieu. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est pas évident. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a un peu ça, ouais.
Ça, vous confirmez, Olivier, c'est un peu Le monde agricole, c'est très particulier. En fait, on fait des études agricoles de père en fils, on se marie avec souvent des gens qui sont dans l'agriculture, et c'est vrai que c'est infiltrer le milieu, c'est pas évident. Bah justement, vous, Olivier, vous êtes aussi un exemple d'infiltré, donc, puisque vous n'étiez pas du sérail, vous n'aviez pas de lien particulier avec l'agriculture, mais vous êtes devenu donc producteur de yaourt. Alors racontez-nous. En effet, c'est tout à fait ça. En fait, moi, j'ai une formation, j'ai un BTS analyse biologique parce que j'ai toujours été passionné par la biologie, par les animaux, par le monde animal et puis les sciences naturelles. Et puis j'ai vite été chargé d'affaires après par la suite pendant 6 ans en mécanique industrielle, donc ça n'a rien à voir. Je me suis pas forcément épanoui dans ce milieu, même si j'avais des challenges des objectifs à atteindre. Et j'ai eu l'opportunité, au bout de 6 ans, entre guillemets, après 1 an de remise en cause, et puis donc un peu de recherche d'emploi, de trouver en fait une belle exploitation. C'était pas du tout ce que je recherchais au départ, mais quand je suis tombé sur cette annonce, et puis donc j'ai rencontré la personne qui tenait la ferme du manège. C'était un petit papy qui avait 83 ans et qui vendait son entreprise. J'ai craqué vraiment, déjà pour le produit, et puis par rapport au sens en fait de ce métier, où je me suis retrouvé entouré de 80 hectares de végétation, de prairies, avec une petite production, une petite entreprise qui permettait de transformer notre lait en yaourt, donc ça a été vraiment le coup de cœur. Voilà. Avec vous aussi l'envie de donner un sens à votre métier, de nourrir justement les... Tout à fait, c'est ça. En ayant pour objectif d'améliorer en plus la façon d'élever mes animaux pour essayer de participer aussi à l'effort général, quoi. Alors donc vous deux, vous êtes, on peut le dire, des exemples réussis de reconversion. Isolde, vous êtes plutôt dans le maraîchage. Vous produisez en 100% bio ? Oui, effectivement, on a le label bio. En fait, nous, les reconversions, on se pose pas vraiment la question de produire en bio ou en conventionnel. En général, c'est quand même des fortes volontés politiques de produire en respectant l'environnement. Donc c'est vrai qu'on va vers le bio en général. En fait, c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a un cahier des charges en fait qui impose de produire avec pas mal de contraintes techniques. Et si je puis dire, vous en rajoutez presque, parce que même dans le cahier des charges, vous avez des produits qui sont autorisés en bio et vous refusez, vous, de les utiliser. Vous allez encore plus loin presque. En fait, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de produire en respectant la planète et essayer de changer, d'inverser le réchauffement climatique, même si on a bien conscience que c'est David contre Goliath et que peut-être que ça sert à rien ce qu'on fait. En tout cas, c'est le combat qu'on mène tous les jours. Donc en bio, par exemple, on n'utilise pas d'engrais de synthèse qui participent quand même beaucoup aux gaz à effet de serre. On utilise de la matière organique. Cette matière organique, donc, c'est pour nourrir le sol, c'est ce qui remplace les engrais de synthèse. Et nous, on essaye d'aller la chercher à côté de chez nous. On met aussi des engrais verts, donc c'est des plantes qu'on fait pousser et qu'on broie sur place pour nourrir le sol. Et on aimerait bien, à terme, introduire des animaux sur la ferme pour justement récupérer du fumier dont il n'y a pas beaucoup en Ile-de-France. Je peux te prêter quelques haches. Après, c'est le bilan carbone de l'importation qui va pas être très bon. Donc voilà. Après, on n'utilise pas du tout d'herbicides, donc ça implique pour le désherbage... donc on a des petites techniques, mais des fois c'est rattrapage à la main, donc c'est quand même beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de manœuvre. C'est peut-être aussi pour ça que les produits bio peuvent être plus chers. Et puis aucun traitement, donc on a des petits purins, etc. Mais nous on n'utilise même pas les produits qui sont autorisés pour tout ce qui est ravageurs, insectes ou maladies. Parfois, on perd en rendement et on a des cultures qui n'arrivent pas à terme. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même, on va dire, à l'esprit global de garder à l'esprit qu'il faut progresser là-dedans et faire un peu de la recherche-innovation là-dedans. Et que si on retombe dans le fait d'utiliser des produits, on revient un petit peu dans le cadre conventionnel, quoi. Et justement, donc votre démarche de lutter contre le changement climatique, alors quand vous dites ça ne sert à rien, il y a peut-être une part de colibri, mais c'est la part du colibri. Est-ce que justement les effets du changement climatique, vous en apercevez déjà les conséquences sur vos cultures ?
Alors en fait, moi, ça fait donc que 8 ans, donc c'est difficile à dire. Mais en tout cas, les saisons sont quand même très, très dures. En fait, par exemple, cette saison, avec 2 semaines hivernales, 1 semaine d'été, enfin, c'est un peu le thème là depuis juillet-août, c'est compliqué sur nos plantes qui montent à graines plus facilement, qui se prennent des gros coups de chaud, des gros coups de froid. C'est quand même assez compliqué de produire dans ces conditions, quoi. Et vous avez pour l'instant pas forcément de solution adaptée pour répondre à ces changements? Non, là, sur les températures, l'eau, on peut faire des réserves d'eau, on met des bâches, voilà, pour moins arroser, il y a des techniques. Mais là, sur les coups de chaud, coups de froid, on peut pas faire grand-chose, vraiment, quoi. Alors on le voit, qu'on produire en bio, ce sont des contraintes, c'est pas forcément évident toujours. Parfois il peut y avoir aussi des contraintes structurelles. Alors c'est votre cas, Olivier, vous ne pouviez pas forcément produire en bio, vous n'aviez pas assez de surface pour produire en bio, c'est ça? Alors tout à fait, en fait j'ai quand même, au dernier comptage hier soir à la traite, j'avais 117 vaches. Donc ça fait quand même pas mal de bouches à nourrir, surtout qu'en fait ce qu'on appelle vaches, c'est celles qui sont en mesure de produire du lait à l'instant T. Donc ça nécessite un renouvellement des animaux. Donc en fait les jeunes, j'ai des génisses et des veaux, et en tout j'ai 250 animaux sur l'exploitation. Et 80 hectares, en fait, c'est ce que j'ai pu récupérer, entre guillemets, quand j'ai investi et quand j'ai récupéré la ferme du manège. Ça permet pas, entre guillemets, de passer en bio. Donc, on a essayé d'améliorer les choses. On était donc sur un élevage avec une alimentation, on va dire, conventionnelle, traditionnelle. Et on a essayé de rendre un peu plus raisonnée, entre guillemets, l'alimentation de nos vaches. En adhérant justement à Bleu Blanc Cœur, ça nous a permis d'avoir un fil conducteur et de nous aider à passer le cap, entre guillemets, en consommant moins en fait de maïs ou de cultures d'intrants liés à l'importation, tels que les tourteaux de soja en fait qu'on a pu remplacer avec du tourteau de colza qui est cultivé en France. Et en fait, on a fait un petit calcul. Il s'avère que on a remplacé 300 hectares d'importation de soja par 300 hectares de culture de colza produite en France. Parce que vous avez un cahier des charges, c'est ça, très particulier avec Bleu Blanc Cœur, l'association Bleu Blanc Cœur? Oui, c'est ça, en effet. En fait, on doit fournir régulièrement, à partir d'analyse du lait, des résultats, en fait, avec une teneur en oméga 3 dans le lait qui puisse justement être considéré comme acceptable. Et donc, le changement d'alimentation de nos vaches, en étant plus raisonné, entre guillemets, en ayant une alimentation plus équilibrée, on arrive à obtenir des choses superbes. Donc vous avez un lait après de meilleure qualité qui contient lui-même des oméga 3 en changeant l'alimentation de vos vaches. Mieux équilibré en oméga 3, c'est-à-dire les acides gras du lait sont mieux répartis, c'est ça. Pour répondre à ce cahier des charges, vous avez de votre côté diversifié vos cultures pour pouvoir diversifier aussi l'alimentation de vos vaches? En effet, quand j'ai repris l'entreprise, on avait une 30aine d'hectares de maïs. Il se trouve que maintenant, on a plutôt 20 hectares de maïs. À l'heure actuelle, nous faisons des cultures de prairies, entre guillemets. Alors, nos vaches sont, dès qu'on peut, c'est-à-dire à partir du mois avril-mai, on les met en prairie, et passent la journée dehors. Mais il faut apporter quand même un complément alimentaire. En fait, on a remplacé le complément alimentaire, c'était du maïs et du tourteau de soja, donc par principalement maintenant des fourrages et on fait des cultures d'herbes, entre guillemets. Cet assolement est très diversifié. En fait, on a du trèfle, on a de la luzerne, on a des dactylés, ce qu'on appelle, et du lupin, et ce qui permet d'avoir quelque chose de très riche et très diversifié. Et on retrouve ce bienfait dans la santé de nos animaux. Non seulement, en effet, vos animaux sont en meilleure santé, les personnes qui consomment vos yaourts sont aussi en meilleure santé, en tout cas, ils consomment des produits de qualité, et en même temps, vous améliorez la biodiversité en diversifiant vos cultures. Ouais. Et donc, c'est une démarche vertueuse à tous les points de vue. Tout à fait, c'est un cercle vertueux où on a de toute façon les preuves tangibles que les animaux se portent mieux, car nos suivis de fécondité s'améliorent d'année en année. On obtient maintenant presque sur des vaches en fait qu'on insémine, on a presque un résultat à 8,5 sur 10, c'est-à-dire que sur 10 animaux qui sont inséminés, on a 8,5 entre guillemets qui sont fécondés, et c'est quand même assez extraordinaire. Je pensais pas qu'on allait obtenir des résultats pareils. Et la fécondité, ça prouve bien que les animaux sont en très bonne santé. Et donc, qui dit animaux en bonne santé, je pense qu'on a un lait vraiment très qualitatif et vertueux.
Et donc on a, nous, forcément, une consommation de produits qui vont être aussi vertueuses pour la santé, tout à fait. Et tout ça en diversifiant l'assolement, et donc c'est tout bénef, quoi. Donc tous ces efforts vous ont permis d'avoir le label haute valeur environnementale ? C'est ça, en effet. On incite de plus en plus les agriculteurs à prendre une orientation plutôt raisonnée dans les cultures. Et vu, entre guillemets, notre partenariat avec Bleu Blanc Cœur depuis 10 ans, c'était très facile d'obtenir cet agrément. Grâce aux instruments de mesure Bleu Blanc Cœur fournis par Bleu Blanc Cœur, on a pu s'apercevoir qu'en fait, ça fait 10 ans maintenant qu'on est charté Bleu Blanc Cœur, et donc on a une façon de travailler très raisonnée. Juste pour le petit calcul, en fait, on s'aperçoit que depuis 10 ans, à la ferme du Manège, on a économisé 2500 tonnes de rejet de CO2, et ce qui équivaut à peu près à 13 millions de kilomètres parcourus en voiture. Alors je rebondis sur ce que vous disiez, Olivier. En effet, Bleu Blanc Cœur a mis en place la démarche écométhane. Elle consiste à accompagner les éleveurs laitiers pour qu'ils diminuent significativement les émissions de méthane liées à la rumination des vaches, et ce, grâce à une meilleure alimentation naturelle, celle dont vous nous parliez justement précédemment. En effet, il a été prouvé que cette alimentation permet d'améliorer de 20% l'empreinte carbone du lait. En plus, les vaches sont en meilleure santé, leur lait est de haute qualité nutritionnelle. Bref, on aurait tort de s'en priver. Je rappelle également que vos yaourts sont donc produits avec le lait du jour, c'est votre credo. Tout à fait. Mais vous avez souhaité aussi faire un peu plus du circuit court. Tout à fait. Alors, en effet, quand j'ai repris l'entreprise, on travaillait principalement en région parisienne. Et en fait, on a aussi de plus en plus de demandes, et c'est pareil, ça va dans le bon sens, dans le sens de faire des économies de transport et donc de dégagement de CO2. En fait, on travaille de plus en plus en régional. Alors, c'est par le biais de nos artisans, fromagers, hôtellerie, enfin les hôteliers, les restaurateurs, mais c'est aussi, entre guillemets, de plus en plus pris en compte par la grande distribution aussi, qui souhaite vraiment redorer aussi leur blason en marchant aussi sur cette publicité, entre guillemets, sur cette façon de voir les choses. Mais c'est vrai que ça nous a permis quand même de retravailler plus en local. Et alors le local, c'est évidemment ce qui motive aussi les AMAP. Vous connaissiez les AMAP, Iseut, avant de vendre vos productions au sein d'une AMAP ? Oui, exactement. Moi, en fait, j'étais amapienne. J'ai repris l'AMAP où j'étais amapienne suite à la retraite du maraîcher. Enfin, c'est vraiment, en fait, pour, à la rigueur, fournir une AMAP que je suis devenue maraîchère. Quand j'ai un peu vu l'importance du mouvement AMAP, c'est quand même 400 groupes en Île-de-France avec une moyenne de 50 personnes par groupe. Et le côté un petit peu mouvement, c'est-à-dire toute la vision de société qu'il y a derrière, le fait que les maraîchers, les producteurs, ils sont plus seuls sur leur ferme. En fait, on a un groupe, je veux dire, AMAP derrière nous. C'est vraiment, en fait, ce qui m'a motivée à... Enfin, j'ai vraiment vu une porte d'entrée pour moi qui me plaisait, quoi. Oui, parce qu'on est au-delà de juste vendre ses légumes. Il y a aussi des vrais échanges avec les amapiens. Il y a un vrai groupe de solidarité, quelque part. C'est exactement ça, en fait. Nous, donc on essaye d'être quand même un petit peu autonome, mais on n'est pas beaucoup mécanisé. Du coup, on demande régulièrement des coups de main aux amapiens qui viennent à la ferme. Et par exemple, quand notre technique un peu de désherbage échoue, on fait des appels pour sauver des cultures. Quand il y a 40 personnes qui viennent sur la ferme une journée, ça donne vraiment un vrai coup de main, quoi. Et puis quand ils travaillent avec vous, quand ils vous filent un coup de main, ils peuvent se rendre compte aussi des difficultés que c'est de produire en bio ou de produire comme vous le faites. Oui, en fait, ils ont vraiment une transparence sur la ferme. Déjà, ils voient le lieu où sont produits les légumes. Ils voient l'état des cultures. Enfin, je veux dire, quand ils viennent à la ferme, ils vont où ils veulent, en fait, sur la ferme. Et quand ils font en général 4-5 heures de désherbage, ils sont souvent un peu respectueux, en fait, des journées qu'on passe, et ils voient un peu les difficultés qu'on rencontre, quoi. Alors, quel est le prix du panier que vous proposez et quelles sont les quantités que vous proposez ? Donc nous, on a pris le parti de faire un panier unique et ça correspond à peu près 7 légumes et on va dire 5-6 kilos suivant les saisons. Et on essaie aussi d'avoir une grande diversité et pas avoir forcément que des légumes pas très qualitatifs mais en grosse quantité. En fait, on fait vraiment un mix qui est quand même de quoi manger mais que ce soit quand même aussi vraiment qualitatif, quoi. Donc un panier à 16 € qui permet une juste rémunération de votre travail et de celui de votre associé. Oui, effectivement, dans les 16 €, c'est un calcul qu'on fait. C'est ça la force du modèle AMAP, c'est qu'on prend toutes nos charges, y compris nos prêts bancaires, nos rémunérations.
Les Amapiens, ils financent ces 16 € dès le début. Donc nous, on est sûr de se rémunérer. En fait, on ne prend pas à la fin ce qui reste, quoi. Malheureusement, le podcast va bientôt arriver à son terme. Alors, on aime bien à la fin avoir une petite anecdote de votre part. Iseut, est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous fournir par rapport peut-être à vos Amapiens ou... Et ben justement, vu qu'on parlait des Amapiens et des coups de main à la ferme, donc nous, chaque année, un week-end fin septembre, on fait la récolte des pommes de terre tous ensemble. On ramasse à peu près 5 ou 6 tonnes de pommes de terre, ça dépend des bonnes années ou des mauvaises années. Et on a une petite machine, donc on a vraiment besoin des Amapiens pour ramasser les pommes de terre et les mettre dans des grosses caisses. Et l'année dernière, en fait, il y a eu pas du tout de train, sachant que nos Amapiens, ils viennent quand même majoritairement de Paris et qu'ils ont vraiment pas beaucoup de voitures. Comme tous les Parisiens. Voilà. Donc c'était vraiment un coup dur quand on a vu que c'était un week-end de travaux sur la ligne de train. On est vraiment dépendant de ce train. Et en fait, il y a eu une chaîne de solidarité qui s'est organisée. Ils ont appelé leurs cousins en banlieue. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en tout cas, ils ont réussi à venir à la ferme. Et on a eu 100 personnes qui sont venues ramasser les pommes de terre le beau jour. Et je trouve que ça montre bien qu'ils comprennent que il y a besoin qu'ils soient là et ils participent à la ferme. Et enfin, moi, je trouve que ça illustre bien la relation des producteurs et des Amapiens en AMAP. Une belle chaîne de la solidarité, en effet. Olivier, une petite anecdote sur votre travail ? On fabrique des yaourts qualitatifs et puis il y a quelques années, on avait essayé d'introduire des légumes dans nos yaourts. Alors c'était une chose qui était, je pense, très novatrice et donc on avait créé 5 références. Il y avait un tomate fraise, un carotte yuzu, un panais amande et une betterave framboise. Et on a essayé de distribuer ça, à la grande surprise générale des consommateurs qui ont certainement eu du mal à se retrouver dans ce produit, yaourt aux légumes. Ouais, je savais pas si c'était un dessert, un apéritif. Compliqué, ouais. Donc ça a été un peu un flop, et je pense que le flop a été aussi en partie dû à la difficulté de produire justement des produits qui sortent un peu de la norme, et donc il y a peut-être un petit coût de production un peu plus élevé. Mais vous avez reçu un prix quand même pour ces yaourts. Tout à fait, merci, en effet. Je tiens à le souligner. C'était le 2e prix du concours de l'innovation de Paris, et c'était il y a 3 ans, je crois, voilà. Bon, une belle innovation quand même, qui n'a pas rencontré ses consommateurs, mais vous auriez peut-être dû faire appel aux Amapiens d'Iseut je pense, en effet, et à leur solidarité. Peut-être que s'ils avaient été vendus en AMAP, ils auraient peut-être trouvé leurs consommateurs. C'est ça, en effet, je pense. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast aura attisé votre curiosité quant à la manière dont sont produits vos aliments, les aliments que vous consommez. On se rend compte que tout est une question de choix, que ce n'est pas forcément évident pour les producteurs. On a vu, Iseut, vos difficultés en bio, les difficultés face au réchauffement climatique. Mais en achetant leurs produits, c'est une façon aussi d'agir et de les soutenir. J'espère en tout cas que cette série de podcasts sur l'alimentation et l'environnement vous permettront d'aller vers une alimentation plus saine. Je vous dis, quoi qu'il en soit, à bientôt et bon appétit.